L'Europe est le deuxième plus petit des 7 continents, couvrant environ 2% de la surface de la Terre. On a longtemps pensé que le nom Europe dérive de l'ancien mythe de Zeus et Europe. Selon cette légende, le grand dieu Zeus, en voyant l'adorable princesse phénicienne Europe se baigner sur la côte, ou, selon d'autres versions, jouer avec ses dames d'honneur, se transforma en un impressionnant taureau blanc et s'approcha lentement d'elle. De la mer, ce taureau était si docile et adorable qu'Europe lui a mis des guirlandes de fleurs sur le cou, l'a caressé et a grimpé sur son dos. C'est alors que, à sa grande surprise, le taureau s'est mis à courir à la surface de la mer, l'emmenant jusqu'à l'île de Crète. En Crète, Zeus et Europe devinrent amants et elle lui donna 3 enfants célèbres. Sa famille en Phénicie, choquée par sa disparition, envoie ses frères à sa recherche. Aucun d'entre eux n'a réussi à le trouver, mais ils ont tous fondé des villes importantes et ont donné leur nom à plusieurs régions autour de la mer Égée, telles que Thèbes, connue à l'origine sous le nom de Cadmée en hommage à Cadmus, frère de l'Europe. Cependant, Hérodote ne croit pas que l'histoire de la princesse phénicienne ait quoi que ce soit à voir avec le nom du continent, et dans le 4e livre de ses histoires, il écrit à ce sujet: « Une autre chose qui me laisse perplexe est de savoir pourquoi le nom devrait être donné de 3 femmes différentes à quelque chose qui est en réalité une seule masse terrestre. Personne ne sait d'où vient le nom, ni qui lui a donné, à moins que nous disons qu'il vient d'Europe, la femme de Thierry, et qu'elle. » Les théories concernant le nom « Europe » varient d'une origine grecque qui signifie « large observation », en référence à l'étendue de la côte vue de la mer, au mot phénicien pour « coucher de soleil », puisque ce serait l'endroit où le soleil ensemble. Aujourd'hui, comme à l'époque d'Hérodote, personne ne peut dire avec certitude d'où vient le nom « Europe ». Pour les Grecs de l'Antiquité, la mer Égée et ses environs étaient le centre du monde. Les Phéniciens avaient l'habitude de naviguer plus loin, remontant l'Atlantique pour extraire l'étain d'Europe et de Cornouailles, mais pour les Grecs, l'Europe était un continent sombre, de la même manière que les Européens du 19e et du début du 20e siècle verraient plus tard l'Afrique. La culture, dans son sens le plus fondamental, a émergé et s'est perpétuée en Europe depuis au moins 20 000 avant notre ère, comme en témoignent les peintures rupestres, dont la plus célèbre est le complexe de grottes de Lascaux, dans la France moderne, et vers 5000 avant notre ère. Des sociétés avaient commencé à apparaître et des pois étaient cultivés, preuve d'une société agricole forte. Pourtant, pour les Grecs, les peuples d'Europe, plus que tout autre peuple non grec, étaient des barbares, du mot grec « barbarophono », au langage incompréhensible, un mot inventé par Homère dans l'Iliade, livre 2, qui comptait avec plusieurs tribus comme les Baltes, les Slaves, les Albanais, les Italiques et les plus connus, les Celtes, qui comprenaient les tribus gauloises et germaniques. Vers 4300 avant notre ère, les tombes mégalithiques avaient commencé à être utilisées en Europe. Vers 3500, l'agriculture était répandue sur tout le continent et en 2000, la métallurgie du bronze était introduite par la culture Wessex de l'actuelle Grande-Bretagne. En 1860 avant notre ère, la construction de l'impressionnant et mystérieux Stonehenge a commencé. Pourtant, de telles réalisations n'étaient pas impressionnantes pour les Grecs, ni plus tard pour les Romains. Dès 78 de notre ère, l'historien romain Tacite qualifie les Britanniques gouvernés par son beau-père Agricola de « peuple grossier, dispersé et guerrier », à qui les Romains devaient nécessairement apporter l'agriculture et la civilisation. Jules César avait déjà eu la même opinion à l'égard des Gaulois, les qualifiant de simples animaux dans sa description du massacre de la tribu Ubienne le long du Rhin. Dans ses guerres des Gaules, il consacre le même espace à la description des élans d'Europe qu'à toute description pertinente des Ubiens, et à propos des élans, il dit que « leur forme et leur pelage marbré ressemblent à ceux des chèvres, mais ils sont beaucoup plus gros, ils ont des cornes atrophiées et des pattes sans articulation », puis continue en donnant le récit le plus ancien que nous ayons de ce qu'on appellerait « le cognement des vaches », parce que les Romains chassaient les élans en les poussant pendant qu'ils dormaient debout, et ils tuaient facilement parce qu'étant si grands, ils ne pouvaient pas se relever tout seuls. On ne peut cependant pas dire que César n'ait rien apporté d'important aux Gaulois et, par extension, à l'Europe. L'historien Durand dit
Supprimer la publicité. Publicité. Pendant 300 ans, la Gaule fut une province romaine, prospère sous la paix romaine, apprenant et transformant le latin, et devenant le canal par lequel la culture de l'Antiquité classique passait vers l'Europe du Nord. Il ne fait aucun doute que ni César ni ses contemporains n'avaient prévu les immenses conséquences de leur triomphe sanglant. Ils pensaient avoir sauvé l'Italie, conquis une province et forgé une armée. Ils ne se doutaient pas qu'ils seraient le créateur de la civilisation française. Les Romains ont apporté leur civilisation non seulement en Gaule, plus tard en France et dans une partie de l'Italie, mais dans toute l'Europe, en leur apportant des innovations telles que des routes pavées, de la plomberie, des villes fortifiées dotées d'une grande culture et d'une grande efficacité administrative, et bien sûr, leur langue. Civilisant progressivement les tribus disparates des différentes régions européennes. Tacite écrit sur les efforts d'Agricola en Grande-Bretagne pour fonder des écoles pour diffuser la connaissance du latin et comment il a encouragé la population à construire des temples et à considérer l'hygiène personnelle comme une question importante en utilisant les bains publics. Il poursuit en disant que, peu à peu, l'attrait du vice s'est imposé dans le cœur des Britanniques. Les bains, les porches et les banquets élégants sont devenus à la mode. De nouvelles manières, qui en réalité ne servaient qu'à adoucir l'esclavage, ont été appelés les arts de l'humanité raffinée. Par les Britanniques confiants. Pourtant, tous les Britanniques n'ont pas apprécié la culture romaine de la même manière ni n'ont accepté ses avancées civilisatrices, comme le montre la rébellion de la reine Bouditsa des Icénies, simplement la plus célèbre d'une longue série, en 61e de notre ère, qui s'est terminée par la mort de plus de 70 000 Romains par les Romains britanniques avant d'être vaincus par Paulinus. Malgré cela, pendant plus de 300 ans, le gouvernement romain a dominé l'Europe et a sans aucun doute énormément contribué à ce que sont aujourd'hui les différents pays du continent.